OK. Bon, Hélène, merci d'avoir répondu présente Merci à toi. à cette invitation. Alors, Merci. on se connaît déjà, on a déjà eu cette expérience ensemble il y a 1 an, je crois, un peu plus d'1 Oui, an même ça d'ailleurs. remonte à une année, oui. Oui, 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 c'est c'est ça, une secret de famille. oui, c'est ça. Et donc, eh ben, écoute, cette année, on a eu envie de parler de la thématique de la place qu'on peut avoir au sein d'une famille, dans notre fratrie, plus précisément. C'est un sujet, excuse-moi, très vaste et très riche. Oui, Donc, on va d'abord prendre un petit moment pour juste reposer le cadre et puis après, on va te présenter, Hélène, si tu veux bien. On est ensemble jusqu'à 13h30. On va prendre une demi-heure, on va discuter à bâton rompu de ce sujet-là, de la place dans la fratrie. Et puis, la demi-heure qui suit, justement, les personnes qui sont avec nous, si vous avez des questions particulières, des choses qui viennent, vous pouvez les noter. Posez les questions dans le chat et puis moi, je transmettrai à Hélène de votre part les différentes questions que vous pouvez avoir par rapport à ce sujet. Voilà. Hélène, tu es thérapeute transgénérationnelle, plus oui, précisément. Tu es aussi conférencière, oui, auteure. oui. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus précisément pour... Oui, oui, oui. Alors, le transgénérationnel m'a attrapée il y a maintenant une petite vingtaine d'années. Ça a répondu à beaucoup de mes questions. En fait, je me qualifie de détective des mémoires familiales et émotionnelles. On va guérir, entre guillemets, en visitant l'histoire familiale, mais aussi en se remettant dans la position qu'occupaient nos ancêtres quand ils vivaient l'événement traumatisant, par exemple. Et là, il y a beaucoup d'émotions qui sont souvent restées nouées. C'est ce qu'on appelle, enfin, ce que j'appelle les nœuds émotionnels de l'arbre. Tout arbre a une sève, tout arbre a des nœuds, et l'arbre généalogique, eh bien, c'est identique. Il a une sève, une énergie qui circule de génération en génération et avec des nœuds émotionnels crispés sur des traumas. Et souvent, les descendants vont porter dans leur sac à dos, à leur insu, des émotions qui ne leur appartiennent pas. Et on va se sentir allégé complètement quand on aura revisité l'histoire familiale, la raconter, et puis avoir extirpé des émotions, la colère, la honte, la culpabilité, l'injustice, les pleurs, la tristesse, la joie, etc., etc. Voilà. Hmm. J'aime bien ton image de l'arbre. Enfin, j'aime beaucoup ton image de Oui. l'arbre. Ouais. Parce qu'il a quand même une sacrée belle caractéristique, c'est qu'il est vivant et qu'il se renouvelle en permanence. Oui. Donc c'est très beau. Beaucoup de personnes viennent en me disant mais ils sont tous morts. Mais en fait, le travail en psychogénéalogie, c'est de les remettre en vie. Avant de mourir, ils nous ont transmis des choses, des bonnes choses, et puis des choses qui sont restées en suspens dans leur vie, qui n'ont pas eu le temps de terminer, par exemple, qu'ils auraient voulu faire, mais c'était pas l'époque pour le faire. Ils avaient des désirs de peindre, de danser, de conduire pour certaines femmes de notre clan, c'est ça, de suivre des études. Et puis tout ce qui est resté en suspens, qui n'a pas été solutionné, eh bien, va se retrouver sur les épaules d'un descendant. Donc ce descendant, il va être choisi, entre guillemets, par ses ancêtres, par peut-être un prénom identique qu'il va porter, par les liens de date de naissance, par exemple. Un ancêtre qui est décédé au mois de mai, eh bien, s'il y a un descendant qui naît à ce moment-là sur la date du mois de mai, va peut-être être plus en lien avec cet ancêtre. Voilà. Et puis, un des gros liens aussi qui existe en psychogénéalogie, c'est aujourd'hui le thème la place dans la fratrie. Tous les numéros 1 vont être en lien, tous les numéros 2 vont être en lien, tous les numéros 3 vont être en lien. Et quelquefois, on peut trouver des pistes d'éclairage sur peut-être des freins que l'on ressent dans notre vie. Alors justement, par rapport à ce numéro 1, qui est donc l'aîné, le numéro 2, etc., cette place-là, est-ce qu'il y a une caractéristique particulière pour chacun des Oui, enfants, justement? oui. Je parle même d'énergie. On a une énergie en nous
qui est l'énergie du numéro 1 ou du numéro 2 ou du numéro 3. Et Mm. quelquefois, on peut rencontrer des personnes qui se croient numéro 1 et qui ne le sont pas parce qu'avant, il y a eu une fausse couche qui n'a pas été exprimée. Donc, voilà, la fausse couche va compter. Et alors, du coup, elles portent quelle énergie, ces personnes-là? Est-ce qu'elles portent quand même l'énergie de l'aîné parce qu'elles se sont construites avec ça, ou au contraire, il y a quelque chose qui est un peu flou dans le positionnement? On va les considérer dans leur vie comme aînés parce Mm. qu'on va oublier le traumatisme peut-être de la fausse couche ou d'un bébé mort-né, hein, c'est pareil. Ça devient des sujets un peu tabous, un peu douloureux, donc on n'en parle pas. On ne veut pas faire de peine à l'enfant en disant qu'il y a eu quelqu'un qui est mort avant, mais cet enfant va, dans son énergie, être numéro 2. Il sait automatiquement qu'il a perdu un enfant, l'utérus a abrité un enfant avant lui. Il le sait, il le sent. Mm. Donc vraiment, c'est une énergie, la place. Voilà. Donc la place numéro 1, c'est cet enfant qui va faire les parents, qui va créer les parents. Avant, les parents étaient un homme et une femme, deux célibataires, un couple, mais ils n'étaient pas parents. Donc cet enfant, il va porter l'attention de tout le monde. C'est-à-dire que les parents vont être soucieux de bien l'éduquer, ils vont être soucieux d'apprendre ce rôle de parent, et donc ils vont être très proches de l'enfant. Ils vont vouloir qu'il réussisse beaucoup, qu'il soit propre, qu'il parle tôt, qu'il marche bien, qu'il aille à l'école, qu'il soit bien, bref, bien réussi, parce que ça va venir flatter leur ego de parents. Mm. Et puis les grands-parents vont peut-être être soucieux que leurs enfants aient cet enfant et donc vont peut-être aussi porter un regard beaucoup plus attentif. On sait bien souvent que le numéro 1 est celui qui est le plus photographié. Ah. Parce qu'en fait, tout le monde est attentif à son devenir. Voilà. Les autres, c'est pas qu'ils ne sont pas aimés, mais l'attention se relâche un petit peu. Donc le numéro 1, il va avoir peut-être un peu plus d'anxiété, de bien réussir, d'être l'enfant parfait. On lui demande d'être responsable pour les petits frères et petites sœurs. On lui demande de servir d'exemple. Il est sous surveillance. Il a moins de spontanéité. Il va peu exprimer ses émotions. C'est un enfant qui va être un petit peu soucieux des autres avant lui. Voilà, un peu dans le sacrifice ou dans l'attention à l'autre. Et est-ce Vas-y. Pardon. Et est-ce que cet aîné, justement, quand à son tour il devient adulte et potentiellement parent, est-ce qu'il va là aussi reproduire ce schéma-là quand il aura un premier enfant? Ou est-ce qu'au contraire, parce qu'il a été l'aîné, il a cette conscience-là qui a quand même un poids sur les épaules dont tu parles, et il va peut-être pouvoir mettre un peu de subtilité dans son rapport à son premier enfant? Il peut essayer de mettre de la subtilité, mais il faut un travail sur soi pour se rendre vraiment compte. Le parent, même s'il est conscient que l'éducation qu'il a reçue n'a pas été parfaite, il va se trouver piégé dans ce qu'on appelle la fidélité, la loyauté familiale. Et bien souvent, soit il continue le scénario identique, soit il vient contrebalancer par un aspect un petit peu de rébellion, et il va prendre le contre-pied, mais il sera toujours en lien avec l'éducation reçue. Mm. Et l'idée d'élever son enfant de la même façon, il va souvent, ils le disent, ils le témoignent, ils sont rattrapés. C'est un peu comme si les mots sortaient sans qu'ils le veuillent vraiment. L'inconscient familial est là, est présent. Donc, en plus, en tant que numéro 1, il va être en lien avec son enfant numéro 1. Mm. Donc, il va y avoir cette fidélité un petit peu plus supérieure aux autres enfants de la fratrie. C'est pas qu'il n'aime pas les autres, mais là, ça rejoint aussi une grande clé de la psychogénéalogie, c'est que tout conflit non solutionné à un niveau de génération va se retrouver immanquablement en scène dans les générations suivantes.
C'est-à-dire que si moi, en tant qu'aînée, je ne m'entends pas avec mon frère qui est numéro 2, par exemple, eh bien, quand j'aurai mes 2 enfants, je vais être en affinité avec le numéro 1. Et puis, avec mon numéro 2, ben, je ne sais pas pourquoi, mais je vais le trouver plus polisson, je vais le trouver plus rebelle, je vais le trouver plus compliqué. Je vais dire volontiers, laisse parler ton grand frère ou ta grande sœur, voilà. Et sans le vouloir, je vais transposer ce que je n'ai pas solutionné dans ma fratrie. Donc, tous les conflits qui surgissent brutalement dans certaines fratries, souvent d'ailleurs au décès des parents, eh bien, souvent viennent réveiller des conflits latents qui existaient déjà, mais qui n'étaient pas forcément mis à jour. Voilà. Alors, l'aîné, oui, c'est un vrai sujet. Un gros sujet. Un gros sujet, effectivement. Pour autant, tu vas me dire, hein, mais les enfants qui suivent, il y a forcément aussi autre chose qui se raconte. Oui. Quand tu es, on va dire, évidemment le cadet, il y a aussi autre chose avec le cadet. Et puis, il y a aussi, dans les familles, on va dire 2-3 et les familles nombreuses, tous ceux qui sont entre, justement. Tu C'est vois? ça. Oui, c'est ça. Peut-être sur les cadets déjà, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Oui. Alors, dans les grandes familles, dans les grandes fratries, hein, on est issu de clans souvent où les fratries ont été très, très nombreuses. Les petits derniers sont quelquefois les bâtons de vieillesse ou de jeunesse pour les parents. Ils gardent la forme grâce à ces enfants. Souvent, on dit que dans les fratries, il y a 2 enfants qui sont sacrifiés. L'aîné et le petit dernier. L'aîné parce qu'il élève tous les petits frères et petites sœurs. Il est le soutien parental. Et puis le petit dernier, s'il quitte la maison, eh bien, c'est le dernier à quitter la maison. Est-ce qu'il va oser justement quitter cette maison-là? Voilà. Et laisser les parents, en fait. Donc, il y a voilà, cet enjeu-là, hein, sur ces places. L'enfant, le dernier, il peut avoir une place qu'on envie parce qu'il a moins la pression des parents. Les parents savent faire. Donc, du coup, il se laisse un peu porter. C'est l'enfant qui peut avoir peut-être un peu plus de facilité à faire des études parce que les aînés se sont sacrifiés, mais le petit dernier, non. Voilà, hein, il peut y avoir cette mémoire-là, en tout cas dans les clans qui circulent. Un peu moins d'attente, on peut le quantifier comme ça, tu penses, entre... Alors, quelquefois, ça peut être l'enfant surprise. J'ai entendu l'enfant erreur. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui arrive sans l'avoir été vraiment désiré. Donc, voilà, hein, c'est vraiment un enfant de plus ou de trop. Dans les grandes fratries, il y a un dramaturge, j'ai perdu le nom, qui disait « C'est comme si cet enfant montait dans un train déjà complet et il faut qu'il se fasse une petite place. » Voilà. Hein. Donc ça, c'est important aussi de le voir parce que c'est peut-être dans leur vie d'adulte des personnes qui peuvent se sentir toujours de trop ou pas attendues, pas désirées. Comme quand on parle d'un enfant, celui-là, il était attendu, celui-là n'était pas désiré. Vous savez, la personne qui semble encombrée dès l'arrivée dans une pièce ou dans une soirée, ou voilà, un peu, il ne sait pas trop se positionner. Alors, juste une chose, hein, pardon Stéphanie, l'aîné est souvent attendu comme un garçon. Parce qu'en fait, dans l'inconscient collectif, même si c'est en train de changer, mais l'inconscient collectif mettra encore des décennies avant d'être dépassé et d'évoluer, l'inconscient collectif faisait qu'on attendait un garçon pour la transmission du nom. Donc, c'est une énergie plutôt masculine. Et quand une fille arrive numéro 1, elle peut quelquefois être perturbée dans sa polarité parce qu'en fait, elle sent peut-être, dans certaines familles, c'est ça, qu'elle déçoit par le sexe. Voilà. Alors, vous imaginez, par exemple, si l'aînée est une fille, la numéro 2, une fille, eh bien, la deuxième va encore plus décevoir. Et on va attendre quelquefois un garçon qui va détrôner tous les numéros 1 et numéro 2 qui étaient que des filles. Sous-entendu.
Oui, il y a le genre aussi. C'est vrai qu'il y a le positionnement, mais il y a aussi effectivement le sexe de l'enfant qui arrive. Oui, oui. Et autrefois, transmettre le nom, aujourd'hui c'est en train de changer, mais transmettre le nom, il ne fallait pas qu'il se perde. Ben, c'était vraiment une mission de l'aîné, voilà, du garçon. Voilà. Mmh. Alors le numéro 2, il a une autre connotation, il est un petit peu proche du numéro 1 en ce sens qu'il ne va pas être non plus libre d'exprimer forcément les émotions, mais on l'appelle aussi souvent, quand il y a plusieurs enfants dans la fratrie, l'enfant sandwich, l'enfant médiateur. Il va être positionné entre les grands et les petits et peut-être avec une difficulté à être dans tel clan ou dans tel autre, mais aussi la capacité d'être conciliant. On va peut-être attendre de lui qu'il temporise. Plus tard, ça peut être des médiateurs, des diplomates, des conseillers, parce Mmh. qu'ils savent ce que c'est qu'être entre deux. C'est un enfant qui, alors lui, il peut occuper toute la place si c'est un garçon, alors que l'aîné est une fille. Il peut détrôner par le genre, justement, l'aîné. Et ça peut être quelqu'un qui est justement plus considéré. Voilà, donc dans certains clans hein, où c'est encore très très vivace, on le voit encore, même aujourd'hui. Mmh. Euh, Toute peur d'enfant, c'est de ne pas être vu par les parents. Donc à chaque fois qu'il y a un nouvel enfant qui arrive, il va y avoir la peur de ne pas avoir assez le regard des parents. Mmh. Alors justement, tout à l'heure, il y a quand même, je pense, un point important, c'est qu'est-ce que ça raconte dans notre vie d'adulte, ce positionnement-là? Ça peut être, on peut, parler de ce sujet par curiosité et c'est déjà une très bonne raison, hein. Ouais. Mais il y a aussi, tous les blocages qu'on peut avoir dans notre vie d'adulte, où on ne comprend pas ce qui se passe. On peut avoir, des schémas à répétition sur notre Oui, scène professionnelle, oui, ou par exemple, rencontrer toujours le même type de partenaire amoureux et du c'est coup, toi, ça. tu peux délier peut-être par rapport Oui. à la fratrie des Alors, cl c'est vrai qu'en consultation, moi, j'ai plein de cas qui se présentent, en fait, hein. Les personnes, elles consultent pour plein de raisons. Ça peut être justement une problématique de trouver sa place. Il y a des personnes qui vont avoir des difficultés à trouver leur place dans leur couple. mmh, Imaginons que dans le couple, elle soit cette personne l'aînée et que le conjoint, je pense à une femme par exemple, le conjoint, son conjoint, est le petit dernier. mmh, Comment dans sa fratrie, en tant qu'aînée, elle a vécu le petit dernier qui est arrivé? Est-ce que c'est quelqu'un qui l'a mise à mal dans sa position d'aîné? Est-ce que c'était un garçon, peut-être, qui venait détrôner sa place de fille? Est-ce qu'elle était en rivalité? Est-ce qu'elle était au contraire en amour et en réelle complicité? Eh bien, toutes ces vécus dans les fratries vont se retrouver transposés dans nos relations. mmh, Donc, je peux rencontrer des personnes qui ont des difficultés avec des collègues, par exemple, où la gestion d'équipe est super compliquée. Parce que dans une gestion d'équipe, on se rend compte que, en fait, c'est un transposé de la fratrie, d'accord. où il y a un leader, l'aîné, où il y a le petit dernier qui se laisse porter par l'équipe, où il va y avoir l'enfant unique qui n'a pas forcément, eh bien, lui, de limite dans le possible, parce que l'enfant unique, comme il n'a pas eu à partager avec les autres, les jouets, l'argent des parents, par exemple, l'attention des parents, ben pour lui, tout est possible. Mmh, Et souvent, ils n'ont pas de limite. Ils ne comprennent pas trop les barrières financières, les barrières économiques, les barrières du moment. Ben non, parce que dans leur enfance, il se peut qu'ils aient vécu ça. mmh. Voilà. Donc, c'est très, très intéressant, les conflits d'équipe, parce que bien souvent, il y a papa, maman et les frères et sœurs qui s'invitent, plus les cousins et les oncles et tantes. Donc, vous imaginez l'adulte qui va faire sa carrière continuellement
dans des entreprises familiales. Ah, Alors là, c'est le pompon, parce qu'il vient justement travailler sur lui à travers la famille qui représente l'entreprise. hmm. Oui, donc si je pense à quelqu'un qui était venu me voir en consultation, qui se retrouvait toujours avec des patrons très paternalistes, très autoritaires, et qui disait, mais je ne comprends pas, je me retrouve toujours avec ce genre de C'est profil-là ça. et j'en souffre. Effectivement, la piste familiale peut être Oui, à c'est creuser. très intéressant parce que, en fait, comment il a subi ou supporté l'autorité parentale, Hmm, du père en l'occurrence, hmm, comment la mère s'est positionnée, est-ce qu'elle était soutien de l'enfant ou non, ou est-ce qu'elle faisait partie du couple qui dirigeait? Voilà, il peut y avoir ça. Et tant qu'on n'a pas compris ces leçons-là, eh bien, on va rencontrer les bonnes situations dans la vie qui vont nous faire revivre ces schémas. hmm. Alors Hélène, j'en profite, on est presque à une demi-heure déjà de notre rendez-vous. Ouais. Donc je propose aux personnes qui sont avec nous, à partir de maintenant, voilà, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et puis Hélène pourra y répondre, hein. On continue à discuter, mais voilà, vous Mm. pouvez, n'hésitez pas par rapport à ça. En attendant que les questions arrivent, Hélène, moi j'ai envie de te demander qu'est-ce qui se passe avec les jumeaux? Qu'est-ce que ça peut Oui. raconter derrière? Alors, dans les jumeaux, il y en a déjà toujours un qui est l'aîné des deux. Ouais. Donc, il y a une énergie d'aîné dans les deux. Les jumeaux, souvent, ils viennent cacher d'autres jumeaux dans le clan qui se sont perdus, entre guillemets. C'est-à-dire que autrefois, il y avait peut-être plus de difficultés dans les maternités et Mhm. quelquefois, il peut y avoir eu un jumeau disparu dans le ventre de la maman. Même encore aujourd'hui, ça arrive. Paraît-il que les spécialistes s'accordent à dire qu'il y aurait presque 70 à 80% de grossesses gémellaires. Or, il y en a très peu, hein, justement, qui arrivent à terme comme ça. Mhm. Les jumeaux, ils viennent parler quelquefois dans le transgénérationnel de pourquoi se dépêcher d'avoir 2 enfants. Peut-être qu'il y a eu des mortes en couche ou des difficultés pour avoir un autre enfant, et auquel cas, la solution, c'est d'en avoir 2 d'un coup. Mhm. C'est Voilà, efficace. hein, ça peut être voilà, le bénéfice d'avoir, voilà, et comme ça, on est tranquille. D'accord. Alors Alors, justement, oui, pardon. vas-y, vas-y, Bah, vas-y. si Anne nous pose une question intéressante, c'est justement, on parle de tous ces schémas transgénérationnels Ouais, qui se passent de il génération faut en rejouer. génération. Et Ouais, elle demande justement comment je brise ce schéma, en fait. Qu'est-ce que je oui, dois mettre en action, moi, dans ma vie, pour ouais, justement arrêter ce qui se répète, ouais, ce qui bloque. ouais. Alors, déjà, connaître son histoire. Et quand je dis connaître, c'est vraiment aller visiter ce que chacun de nos ancêtres ont vécu. C'est pas raconter bon ben mon père était menuisier, ma mère secrétaire, survoler ça. C'est vraiment aller à quelle époque ils vivaient, comment ils se sont rencontrés, quel était le fonctionnement dans leur couple, pourquoi ils ont eu tant d'enfants, voilà, est-ce que c'était un schéma répétitif du nombre d'enfants d'ailleurs? Voilà, il va y avoir justement ce lien-là d'histoire. Et puis ensuite, dans les gros drames du clan, parce qu'il y en a forcément hein, de part et d'autre, aller visiter qu'est-ce que nos ancêtres ont vécu comme émotion. En vivant, par exemple, un deuil, comment ça s'est vécu, comment ça s'est parlé. En vivant un accident ou une maladie ou la guerre, comment ils ont vécu pour traverser cette épreuve-là. Mm. Parce que c'est autant d'indices, d'émotions, si elles n'ont pas été suffisamment exprimées, qui vont se retrouver chez un des descendants. Oui, on parle vraiment de mémoire émotionnelle ou mémoire cellulaire. Là, on est vraiment dans ça, hein. C'est-à-dire, Complètement. C'est une énergie. oui, C'est c'est une ça. énergie qui circule de la même façon que le sang
que les hormones, que voilà, on accepte volontiers la couleur des cheveux ou le bon caractère de la grand-mère, mais on n'accepte pas de voir que toutes leurs histoires restées en suspens nous ont été aussi transmises. C'est un peu plus compliqué. Voilà. Et tant qu'on fait l'impasse, eh bien, les répétitions sont là pour nous dire « Eh oh, il y a quelque chose dans le clan qui dysfonctionne. » Jusqu'à ce que ça s'engramme et que ça s'enquiste dans le corps sous forme de symptômes beaucoup plus maladie, handicap, voilà, ou pathologie lourde. Voilà. Alors, on a Estelle qui nous demande justement d'aborder le sujet des familles recomposées, parce qu'aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Et donc, la question, c'est, on se retrouve avec un papa et une maman qui ont eu des enfants d'un premier lit, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, et ces enfants se retrouvent dans la même maison, donc tu peux te retrouver avec deux aînés d'un premier lit qui sont sous le même toit. Et donc, du coup, toute leur place, j'imagine, est revisitée, non? Comment ça? Il peut y avoir des enfants qui, toute la semaine, sont l'aîné, et puis le week-end se retrouvent petit dernier, parce qu'ils sont chez papa ou chez maman. Souvent, on dit que les couples des familles recomposées se séparent à cause des enfants. C'est souvent très compliqué, justement, d'essayer de créer cette famille, parce qu'il peut y avoir deux aînés qui n'ont pas le même âge, un aîné qui peut avoir 15 ans et un petit aîné qui a 10 ans, par exemple, ou 8 ans. Donc, les parents vont dire, tu écoutes le grand. Mais lui, il a une énergie d'aîné aussi, donc il n'a pas envie d'écouter. Et donc, on peut se retrouver avec des guerres d'ego, de coq, combat de coq, un petit peu, parce qu'en fait, ils ont tous les deux raison, ces enfants. Ils sont l'aîné. Et ils n'ont pas à être justement en infériorité de hiérarchie. Voilà. Et il peut y avoir des enfants qui peuvent être l'aîné, mais s'intercaler dans une fratrie où il y a déjà l'aîné, le numéro 2, le numéro 3, et être proche du petit dernier en termes d'âge. Et là aussi, ça va être très compliqué parce qu'en tant qu'aîné, il va vouloir prendre le dessus sur celui qui a le même âge que lui. Mais en fait, la place dans la fratrie, c'est vraiment une énergie qui nous pousse à nous comporter d'une certaine façon. Voilà. Alors, c'est intéressant ta formule quand tu as dit les enfants d'un premier lit. C'est ce qu'on utilisait aussi dans nos clans autrefois, parce qu'on a connu les familles recomposées, mais on l'a un petit peu oublié, en ce sens qu'il y avait des veuvages avant. Il y avait des divorces, certes, mais très peu quand même. Mais les veuvages ont existé tout le temps. Et il y avait des remariages, et il y avait les marâtres. Donc, en fait, ça a été souvent tellement douloureux qu'on ne veut pas en parler. Et aujourd'hui, on redécouvre des familles recomposées qui ont toujours existé, en fait. Et si, dans notre clan, il y a eu des difficultés compliquées avec les veuvages et les remariages, eh bien, vous imaginez 2 générations ou 3 générations après, la difficulté de créer une famille recomposée. C'est multiplié par tous les problèmes qu'il y a eu déjà avant, obligatoirement. Donc, en fait, le problème là, pour le solutionner, c'est vraiment d'aller comprendre et d'aller sentir, je touche mon ventre, dans les tripes, la douleur des enfants avec la marâtre, la difficulté du remariage du papa ou de la maman, comment ils ont pu accepter les nouveaux enfants, etc. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui dans nos familles recomposées de divorcés. Oui, en fait, ça rebat toutes les cartes, hein. Finalement, un enfant unique peut se retrouver au sein d'une fratrie. Tout à fait. Tout est possible là. Donc tout est possible. Tout est possible. Alors, il y a enfant unique et enfant unique. Il y a l'enfant unique, j'ai envie de dire survivant, parce qu'il a perdu peut-être avant des frères et sœurs, ça peut être des fausses couches, ça peut être des avortements. Et puis, il y a l'enfant unique, réellement unique. Voilà. Donc, c'est un enfant qui va, quand il a des frères et sœurs avant,
il ne va pas se comporter de la même façon que l'enfant unique réel. L'enfant unique réel, lui, il va s'interroger sur le pourquoi on n'a pas voulu d'autres enfants. Et imaginez que la maman dise « Ah ben avec toi, j'ai tellement souffert que c'était même pas possible, imaginable que j'en ai d'autres. » Eh bien, la culpabilité de mettre au monde à son tour des enfants, de peur de souffrir, mais peut-être de peur de faire du mal aussi à l'enfant. Voilà. Un enfant unique, il peut naître aussi dans un couple où l'un des parents a été noyé dans une masse de frères et sœurs. Et donc, auquel cas, c'est la solution. Plutôt que d'être noyé et ne pas être vu, ben, j'en fais un et comme ça, au moins, je m'occupe de lui. On a vu aussi des problématiques d'héritage. C'est vrai qu'un héritage divisé en 4, 5 ou 10, ça va être beaucoup plus complexe qu'avec un enfant. Et quand l'un des parents se sent spolié dans son héritage, eh bien, il préfère avoir un enfant et auquel cas, l'enfant aura tout. Ça peut être aussi la solution pour ne pas démembrer des grosses propriétés, par exemple. On a un enfant et on n'aura pas à le partager en morceaux. Voilà. Là, en fait, on est vraiment en réaction à notre histoire familiale, alors qu'on peut complètement avoir la sensation de faire des choix qui nous appartiennent. Ah oui. Et au final, en faisant, on réalise que… On est des marionnettes. Oui, c'est ça. On est des belles marionnettes. Oui, alors, j'ai vu passer une question sur numéro 3. Et c'est vrai que cette position, elle est très intéressante aussi parce que imaginez que vous arrivez derrière 2 enfants, qu'ils soient d'ailleurs vivants ou morts, peu importe. L'envie de l'enfant, il est multiplié par, j'ai envie de dire 3, d'être vu, de ne pas être noyé, de ne pas être oublié. Et donc, c'est l'enfant qui va être un peu plus atypique, un peu plus rebelle. Lui, il peut oser faire un petit caca nerveux dans un magasin, se rouler par terre, alors que les 2 premiers, oh ben non, ça ne se fait pas. Mais lui, il va extérioriser. Il faut qu'on le voie. Il peut être l'artiste dans la famille. Il peut être, voilà, il peut être un peu plus volubile, colérique. Voilà, c'est un petit peu ça. Hein, donc, c'est intéressant aussi de voir ce positionnement parce qu'il y en a qui se sont crus numéro 2 ou 1 et qui se retrouvent numéro 3. Et quand je leur décris un petit peu ça, ah ben, ils disent « mais oui, mais c'est moi ». Alors, pour revenir un peu plus loin dans la famille recomposée, il va y avoir papa, maman qui, par exemple, papa a un enfant. Maman en a point. Ce couple se met ensemble pour avoir un enfant. Cet enfant qui naît dans ce couple recomposé, il est numéro 2 pour papa et numéro 1 pour maman. Donc, dans son énergie, il porte les 2 énergies, de 1 et de 2. Vous voyez, ça peut être un peu plus compliqué. Alors oui, alors là, je vais te poser une question, mais je pense que ça ne peut pas être aussi binaire. Mais du coup, est-ce que c'est un cadeau ou est-ce que c'est une complication dans la vie après? Quand je deviens adulte, quelle énergie je porte? Est-ce que je sais aller chercher les 2 selon les circonstances? Ou est-ce qu'il y en a une qui aura pris le pas finalement? Alors, je pense que d'après ce que je reçois comme témoignage, ça va être selon les situations qui se présentent. Et je vais avoir besoin de m'appuyer sur mon statut d'aîné ou mon statut de numéro 2. Quand ça va m'arranger, c'est inconscient évidemment. Mais c'est des personnes qui peuvent dire aussi, moi je trouve ma place nulle part. Ni dans mon couple, ni dans mon boulot, ni dans ma vie sociale, je ne sais pas. Je ne sais pas. Hein. Donc, c'est une difficulté parce que c'est des énergies qui peuvent être très différentes. Donc, comment les dépasser aussi, c'est vraiment en se remettant dans le contexte et dans quelle situation qui me met un petit peu à mal. Hein, c'est
Quelle est la personne qui me met à mal? Ça peut être dans la personnalité de cette femme en face ou de cet homme, hein. Et puis moi, comment j'ose me positionner ou pas. Oui. Voilà. Mmh. Donc, on va chercher aussi comment se positionnent les numéros 1 dans le clan et comment se positionnent les numéros 2 dans le clan. Voilà. Et à partir de là, on va voir dans quelles conditions je me mets pour être une marionnette tiraillée par les uns et par les autres. Quand tu parles du clan, Hélène, tu parles du clan familial, papa, maman, les enfants, ou tu parles du clan vraiment l'arbre avec les grands-parents, les oncles, Voilà. les tantes et Voilà. tu parles de toutes les branches, hein? Oui. En psychogénéalogie, on remonte jusqu'à 4 ou 5 générations. On OK. dit que quand on a une problématique, quelle qu'elle soit, bien souvent, la clé se situe au niveau des arrière-grands-parents. Mmh. Voilà. On a, justement une question, si tu veux bien revenir sur, la problématique, enfin la question de l'enfant unique en tout cas. Qu'est-ce qui se passe pour l'enfant unique quand il arrive après une fausse couche ou un avortement? Qu'est-ce qui se passe dans son histoire? Est-ce que c'est différent de l'enfant unique qui est arrivé et point? Oui. Tu vois? Parce que il n'est pas unique déjà, il faut oublier ce mot. Ouais. Il est numéro 2, numéro 3, numéro 4, voilà. Donc déjà, c'est hyper différent. Et il a côtoyé dans l'utérus la mort. Parce qu'il sait, le bébé sent quand l'utérus a déjà été occupé ou non. Mmh. D'ailleurs, des thérapeutes qui accompagnent les enfants leur font souvent dessiner la famille et ils sont toujours étonnés et bluffés par des points rouges qui apparaissent dans le ventre de maman. Même si maman n'a jamais parlé de fausse couche, Mmh. l'enfant pose souvent de façon exacte le nombre de fausses couches avant. C'est étonnant. Peut-être qu'on pourra en reparler sur, le live dans les secrets de famille, parce que Tout ça, à c'est fait, quelque chose qui revient, tout à fait, très tout à fait. souvent, on est Ouais, souvent dans les non-dits avec ces thématiques-là c'est ça, tout et à fait. ça a du sens. Mais oui, oui, Alors, ouais. venir après un avortement, c'est différent aussi. Parce que là, il y a une volonté de ne pas avoir d'enfant et lui se pose la question, pourquoi moi, on m'a désiré à ce moment-là? Pourquoi je suis vivant? Mmh. Et c'est des personnes qui vont avoir un peu, quelquefois, le syndrome du survivant. Est-ce que j'ai le droit d'être heureux, de vivre, d'être dans le plaisir, de réussir ma vie, alors qu'avant moi, il y a eu quelqu'un qui n'a pas eu cette chance-là? Et là, c'est un travail de deuil et puis d'âme à âme que l'on peut faire. Même s'ils n'ont pas eu l'info. Ah, Ça même peut s'ils n'ont être pas par eu. les parents, hein, on est d'accord, on est toujours dans l'énergie qu'on porte. D'accord. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne savent même pas le prénom des grands-parents quand ils viennent me voir. Autant dire que l'arbre, il est réduit à rien pratiquement. Et pour autant, on travaille les transmissions familiales parce qu'on va travailler sur les souvenirs, sur la façon dont on a été éduqué, sur les rituels familiaux. Et je vais proposer des pistes en disant, et si votre grand-mère avait vécu ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, le corps réagit. Ah, ça me fait des frissons, ah, j'ai peur, je pleure, je suis en colère. Non, non, je sens pas ça, ok. Mais le corps réagit parce qu'en fait, il porte déjà la mémoire. Mmh. Et quand une parole vient contacter cette mémoire corporelle, eh bien, ça fait tilt. Et du coup, le corps de la personne réagit. Mmh. On est déjà sur quelque chose qui peut être, transmuté. Ouais. Mmh Tout mh. à fait, tout Mmh. à fait, tout à fait. Est-ce que tu veux bien, Hélène, nous parler de cette, notion, de l'enfant de remplacement? Oui, oui, oui. L'enfant de remplacement, il vient après un enfant qui est décédé souvent, mais ça peut être aussi un enfant décédé avant lui ou juste dans la génération au-dessus, par exemple. Si cet enfant de remplacement vient en position numéro 3, peut-être que le numéro 2 ou le numéro 1 avant lui est mort, il vient sur une date quelquefois qui va mémoriser ce deuil, c'est-à-dire qu'il naît sur la date de décès, par exemple. Mmh. Et ça peut être aussi, je nais sur une date de décès d'un oncle ou d'un grand-oncle. Hein, ça peut remonter sur 2, 3 générations.
Cet enfant de remplacement, on lui faisait porter autrefois beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui le même prénom. Ouais. Par exemple, Vincent Van Gogh ou alors Salvatore Dali. Voilà. Ça, c'est 2 enfants types de remplacement. Ils portaient le même prénom, exactement. Et c'est des enfants qui veulent, dans leur attitude, faire oublier le décès parce qu'ils sont conçus souvent pour ça. Ils sont conçus par hasard sur la bonne date qui va réveiller le traumatisme. Et eux, ils vont s'évertuer toute leur vie à faire oublier le décès. Mais ils sentent qu'ils ne sont pas forcément attendus, aimés pour ce qu'ils sont réellement. Donc, ils vont jouer un rôle. Ils vont se mettre dans le sillon de l'enfant qui est décédé, sans le connaître. Mais ils vont, du coup, zapper une de leurs facettes, un potentiel possible. Alors, Salvatore Dali et Vincent Van Gogh, ils ont eu la chance d'avoir l'art pour transcender ça, même s'ils étaient en grande souffrance. Donc, il faut trouver à extérioriser cette souffrance. C'est des personnes qui peuvent dire, il y a toujours quelqu'un avec moi. Je suis triste. Je suis née triste. C'est des personnes qui peuvent s'habiller toujours en noir comme en deuil. C'est des personnes qui se sentent lourdes, qui ne se sentent pas portées vers la joie parce que c'est comme s'il n'y avait pas de droit. Donc là, il y a un gros travail de deuil à faire. Voilà. Et d'âme à âme aussi, pour parler avec l'enfant disparu. Voilà, il y a vraiment ce travail subtil qui va dépasser le clan familial et puis partir dans d'autres sphères. Et pour ceux qui sont parents, et donc j'en fais partie, quelle est notre responsabilité en tant que parents quand on a ce genre de conscience et d'information qu'on peut passer à nos enfants avant même qu'ils soient adultes et que l'histoire soit déjà écrite? On sait qu'il y a une couleur de toute manière qui s'installe, on est en train d'en parler. Comment on peut essayer de faire que le chemin soit un peu plus conscient pour nos enfants déjà? Oui, c'est ça. Être vraiment clair avec son histoire, c'est-à-dire accepter le clan comme il est. Il n'est pas idéal. On n'est pas des parents idéaux. Nos parents ont fait comme ils ont pu. Nos grands-parents aussi. Vraiment accepter que dans mon clan, je ne sais pas moi, il y a eu un collabo pendant la guerre, il y a eu un abandon d'enfants, il y a eu des avortements à répétition, etc. Mais tant qu'on n'a pas fait ce travail d'acceptation, eh bien, c'est comme si on niait une partie de nos cellules, du coup. Et là, la transmission, elle est puissante. Plus on va travailler cette histoire, plus on va pouvoir en parler de façon aisée. Et moins on en parle et moins on va contacter les émotions liées aux événements, eh bien, plus il va y avoir des blancs qu'on va transmettre à nos enfants, à charge pour eux de nettoyer. Voilà. C'est vraiment dans ce sens-là. C'est vrai qu'on a une responsabilité de ce que l'on transmet quand on sait. Quand on ne sait pas, c'est l'inconscient qui téléguide complètement. Et là, on est des pures marionnettes. Même en travaillant, je peux vous le dire parce que j'ai des enfants qui sont grands et je suis grand-mère aussi, même en travaillant, en nettoyant, mes enfants osent faire encore des choses. Waouh, il y a encore du boulot. En fait, chaque âme qui s'incarne a choisi aussi ces épreuves-là. Même si c'est compliqué, même si c'est douloureux, on a tous choisi nos parents, notre famille, nos enfants qu'on va avoir. C'est nos meilleurs thérapeutes, nos conjoints, c'est les personnes idéales. Et ça, c'est important aussi voilà, c'est ainsi, quoi. Qu'est-ce que j'en fais? Comment je peux le transformer? Alors justement, on a Estelle tout à l'heure qui nous questionnait sur les familles recomposées. On parlait de l'énergie des enfants qui bougeait en fait, selon la recomposition de la famille. Et justement, elle l'illustre très bien parce qu'elle nous dit qu'elle a son 4e enfant qui est le fils aîné de son mari. Ok. Donc tu vois alors, le switch. Il a une grande chance, cet enfant. Pourquoi?
Parce qu'en fait, il y a un médecin dans les années 60, enfin il est mort en 66, donc toute sa carrière, il l'a passé à vraiment inspecter la place dans les fratries. Et il a trouvé que le numéro 4 a la même énergie que l'aîné. Le numéro 5 a la même énergie que le numéro 2. Le numéro 6 que le numéro 3, etc., etc. On continue. C'est-à-dire qu'il y a un petit chouïa qui bouge, mais très peu. Et un numéro 4 est un aîné. C'est-à-dire que si l'aîné, par exemple, est mort ou défaillant ou voilà, hein, inexistant dans son pôle d'aîné, ben, c'est le numéro 4 qui est le plus à même pour jouer le rôle. Ce n'est pas le numéro 2. Oui, donc là, il est dans la même… Là, il est équilibré dans sa place, même si c'est 4 et 1. C'est plus compliqué si c'est, par exemple, un 1 et numéro 6, ou 1 numéro 3, ou 2 et numéro 5, ou 7. Voilà, c'est ça qui est intéressant aussi. Alors, je ne dis pas que c'est facile, hein, mais c'est un peu plus léger. Oui, bon, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Alors, il nous reste 10 petites minutes, donc s'il vous reste une ou deux questions à poser, vraiment, n'hésitez pas. Et en attendant de voir si une question arrive, on va juste en profiter avec Hélène pour vous dire qu'aujourd'hui, on parle de la place dans la fratrie. Vous imaginez bien que les thématiques familiales, elles sont multiples. Et on va vous proposer, si le rendez-vous vous plaît, de vous retrouver une fois par mois jusqu'en février pour développer des thématiques différentes. Donc, par exemple, le mois prochain, on se retrouvera et on parlera de la place de l'argent dans la famille. Hein, vous imaginez bien les héritages, le niveau de revenu, la loyauté, la classe sociale, enfin bref, il y a quand même pas mal de choses qui se racontent aussi autour de ça. Donc, Hélène nous en parlera. Et puis, le mois d'après, on parlera ensemble du vaste sujet des secrets de famille. Voilà, donc si vous avez quelques questions que vous vous posez, ou peut-être des fois, c'est juste une intuition, on pourra en discuter là aussi. Et le mois d'après, en février, on parlera de la thématique du féminin et du masculin. Qu'est-ce que ça raconte le fait d'être un homme dans une famille ou une femme, et pourquoi ça ne raconte pas la même chose que dans une autre famille que je peux connaître. Voilà, quel est le poids qu'il y a avec ça. Et tout ça, en fait, pour vous proposer aussi une autre proposition avec Hélène en février. On va passer un dimanche ensemble pour vous faire une proposition pour compléter ce cycle, en fait, de live. C'est une journée qu'on a appelée Dialogue avec le clan. On va passer la journée ensemble en groupe et Hélène va vous accompagner pour justement fabriquer votre arbre. Donc vraiment, vous allez travailler là-dessus, commencer à le dessiner, à aller chercher des informations, à aller creuser un petit peu tout ça, trouver tu en parleras mieux que moi, mais peut-être ce qui manque en information ou au contraire ce qui match. Des fois, il suffit de le faire et on se dit, mais c'est pas possible, je n'avais pas vu ça. C'est un réel travail. Ouais, c'est un vrai travail, ça, c'est ça. Ouais, complètement. complètement. De le poser, c'est très émouvant d'ailleurs. Ça remue beaucoup d'émotions. Oui, donc il y a vraiment ce sujet-là et c'est bien de le faire évidemment accompagné, vous vous doutez bien, parce que c'est très beau. Et puis comme le disait Hélène tout à l'heure, c'est une très belle étape pour comprendre ce qui se joue dans votre histoire familiale. Ça peut évidemment amener de l'émotion et des compréhensions. Et puis après, moi j'interviendrai sur la partie, je suis hypnothérapeute, donc je vais accompagner le groupe en vous proposant des voyages. On en fera 2 dans la journée, qui vont vous accompagner pour comprendre l'arbre et comprendre un endroit où ça bloque. Alors, quand je dis comprendre, on va utiliser une autre partie du cerveau, c'est-à-dire qu'on va vraiment aller chercher dans l'inconscient ce qui s'est installé, ce qui s'est engrammé, et on va aller le questionner. Voilà, pourquoi j'ai une angine tous les ans en février? Qu'est-ce qui se passe? Et on va commencer avec l'arbre à détricoter quelque chose. Peut-être qu'on aura l'info, peut-être qu'on ne l'aura pas. Et en tout cas, la proposition, c'est vraiment, comme disait tout à l'heure Hélène, de transmuter. C'est-à-dire, j'ai compris, et maintenant, qu'est-ce que j'en fais dans le corps? Qu'est-ce que je donne comme information à mes cellules pour passer à autre chose? Et ne plus avoir d'angine en février. Je vous prends ça comme exemple, mais évidemment, il y en a 1 million. Voilà. Donc ça, ce sera une proposition, ce sera le 27 février.
passera la journée à ça. Est-ce que tu veux en dire un petit peu plus sur l'arbre, Hélène, peut-être sur cette pratique, cette proposition-là? Oui, oui, oui. Travailler son arbre, c'est vraiment, moi je me dis, c'est le début d'un travail intense, personnel, mais aussi qui bénéficie à tout l'entourage. On met au clair notre histoire, on va peut-être trouver des secrets dont personne ne voulait parler. Mais si on se met sur ce chemin, c'est qu'on a cette mission-là dans le clan. Moi, j'appelle ces personnes-là les drains, comme le corps en a besoin lors de certaines opérations. Eh bien, le clan familial est un corps. Le corps familial a besoin de drains pour faire baisser la vapeur de la cocotte minute, dans certains cas, pour éliminer des choses qui sont toxiques, transformer, nettoyer, réparer, et pour pouvoir aller sur son propre chemin. Et concrètement, quand on établit son arbre, il y a un travail intérieur qui se fait vraiment. Moi, j'ai eu 2 fois le cas de personnes qui ne voulaient pas s'inscrire dans le clan. Elles ont inscrit tout le monde, tout était présent, les arrière-grands-parents jusqu'à la fratrie. Et au moment de mettre le nom et le prénom, le leur, elles disaient, mais c'est pas possible. Dans ce clan, c'est pas possible. Beaucoup d'émotions et le travail a dû se faire autour de là. J'ai ma place, mais qu'est-ce que j'en fais de cette place pour me l'approprier et me trouver mieux? C'est un petit peu ce but-là. L'exploration va vous ouvrir des possibles, vraiment, souvent étonnants. C'est prometteur. C'est un programme. Oui, ouais, ouais, ça va être fantastique. Hélène, un grand merci pour tout ce que tu viens de Merci nous à dire vous. et de nous partager. Moi, ça m'allume sur plein de détails. J'ai l'impression d'avoir commencé à dérouler une pelote, mais alors, j'ai recommencé, tu vois. Alors, la journée, Siam se passera à Montpellier. Ce sera à Montpellier, Montpellier Nord. Je vais vous envoyer un petit email dans l'après-midi pour vous remercier d'avoir été là. Tiens, Naïm nous dit qu'elle a fait son arbre déjà et qu'en effet, c'est très, très fort. Tu vois, voilà. Ouais, voilà, voilà. Oui, oui, c'est. Il y a une énergie, il n'y a pas que des morts qu'on inscrit. Siam est à Bruxelles, hein, d'accord. Ah, Voilà. ok. Ah ouais, bienvenue dans le Mais sud pour oui, cette journée. Un grand merci, Hélène, de nous avoir merci accordé à ce vous. temps-là. Merci Stéphanie. Et puis, je te dis donc au mois prochain Au mois prochain, pour avec bonheur. savoir ce que cet argent raconte dans nos familles. Mais oui, Voilà. Merci mais à oui. tous de vos Merci, présences et de votre confiance et à très bientôt. merci, merci à vous tous. Au Merci. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, au revoir.